Latte. Christophe Ondelatte. Ça fait un moment que je voulais vous raconter comment fonctionne, comment marche Éric Dupond-Moretti, le plus célèbre des avocats, devenu garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il n'a pas écrit d'autobiographie, mais en 2012, il a publié chez Michel Lafon, avec le journaliste Stéphane Durand-Soufflant, un livre de conviction qu'il a appelé « Bête noire », sous-titre « Condamné à plaider ». Et moi, j'ai réussi à tracer, à partir de ce livre, un portrait du bonhomme. Vous allez voir, ça gratte un peu. J'ai écrit cette histoire avec mes petits doigts. Réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. J'ai décidé de devenir avocat quand j'avais 15 ans. Et je sais même quel jour ça s'est passé. Le 28 juillet 1976, quand j'ai entendu à la radio que Christian Ranucci, l'homme au pull vert rouge, avait été exécuté à l'aube. Et depuis, c'est une fatalité. Je suis condamné à plaider. On ne choisit pas le métier d'avocat pénaliste. On l'exerce parce que on ne sait rien faire d'autre. La plupart du temps, je suis du côté de celui que vous êtes peut-être tenté d'appeler le monstre. Mais il m'arrive aussi d'épauler les victimes. Parce que je veux que ce soit bien clair. Je ne suis ni fasciné par le crime, ni aspiré par le mal, ni émoustillé par la sauvagerie. Est-ce qu'il faut être malade pour être un bon médecin? Alors voilà, j'ai envie de vous raconter les coulisses. Vous verrez qu'il n'y a pas de monstre dans mon univers. N'ayez pas peur. Laissez-moi vous emmener aux assises. Tiens, commençons par la fin, le verdict. Il est 2h du matin. Les jurés sont partis délibérer. Je suis épuisé. J'ai peur. Et je pue la sueur. Souvent, je passe voir celui que je défends, dans sa geôle minuscule qui sent le malheur. Pas pour le préparer au verdict, ni pour lui remonter le moral, le mien est en général plus bas que le sien. Pour être auprès de lui pendant qu'il est encore présumé innocent. Pendant 3 jours, j'ai défendu cet homme. Je n'ai plus d'énergie. Je viens d'aller dîner sans appétit dans la seule brasserie laissée ouverte. J'ai bu 2 bières, dont l'amertume me colle à la bouche, et j'ai trop fumé. Le verdict va bientôt tomber. L'huissier me prévient sur mon portable. Maître Dupond-Moretti, le verdict ne va pas tarder. On vous attend. Quand j'entre dans le prétoire, l'huissier est en train d'enfiler sa robe noire. Et ma robe à moi est posée sur le banc de la défense. Elle a veillé tout le temps du délibéré. C'est le moment de la remettre. J'ai plaidé l'acquittement. Et je sens que je ne serais pas suivi. S'ils avaient acquitté, ils seraient déjà revenus depuis longtemps. Quand tous les acteurs sont là, la sonnerie retentit. La cour! J'aime bien les huissiers aboyeurs. Maintenant tout est prêt. La cour et le jury sont assis. Et moi, je ne regarde personne. Parce que quand on regarde les juges, on comprend tout de suite. Alors je baisse la tête, je triture dans ma poche une allumette ou un trousseau de clés. Accusé, levez-vous, je vous prie. Il va peut-être passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Mais il faut qu'il soit informé debout. Et moi aussi je me tiens debout. L'ultime geste pour défendre mon client quand on ne peut plus rien dire pour lui. Il est 2h05 du matin. Je tremble de peur. À la question numéro 1. Il a été répondu oui à la majorité de... Je n'écoute plus. L'homme que j'ai défendu pendant 3 jours va être condamné. En conséquence, la cour et le jury vous condamnent à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. L'audience criminelle est levée. « 30 ans. L'homme du box hébété tend ses poignets d'un geste machinal à l'escorte.
qui va le conduire jusqu'au fourgon, qui le déposera aux portes de son cachot. Intérieurement, je maudis les juges. Un vieil adage y autorise l'avocat pourvu que ça ne dure qu'une journée. J'ai le sentiment d'avoir été totalement inutile. Mais cette vie-là, je l'ai choisie. Et je l'aime. Et elle me tue à petit feu. J'ai mal. Et peut-être, est-ce que j'aime avoir mal ? Et maintenant, parlons de ce qu'on appelle mes clients. Moi, je déteste ce mot client. À l'audience, je ne le prononce jamais. Enfin, un avocat n'est pas un commerçant. Il n'a rien à vendre. Et donc pas de clients. C'est souvent la famille qu'on rencontre en premier. Une mère, un père, un frère ou une sœur qui sont convaincus de l'innocence de celui qu'ils aiment. Et ils attendent tout de moi. Les honoraires sont libres. Il est fortement conseillé de signer une convention sur ce sujet. Mais moi, je ne le fais presque jamais. Je préfère un honoraire de résultat, uniquement en cas de succès au procès. C'est le seul argent que les clients sont heureux de verser. Quand j'étais jeune avocat, je me souviens d'une brave dame qui me demandait de défendre son fils. Il était mis en cause dans une affaire de braquage, assez sérieuse. Alors il faut que je vous explique, madame. Je vais avoir besoin d'une provision. D'accord ? Et de quel montant, maître ? Disons 5 000 francs. Et là, elle pose sur mon bureau un billet de 50 francs. 5 000 anciens francs. Et je suis parti pour la première fois aux assises avec une avance de 7,60 €. Contrairement à une idée reçue, l'avocat n'est pas le penny oui-oui de celui qu'il défend. Un jour, je défends un braqueur dans le sud de la France. Je vous jure que je suis innocent, maître. D'ailleurs, vous verrez, hein. Les photos du système de surveillance de la banque vont le confirmer. Et donc, je vais consulter le dossier chez le juge d'instruction, qui, une fois n'est pas coutume, m'accueille très chaleureusement. Et je comprends vite pourquoi. Il me présente l'album photo tiré du système vidéo de la banque. Vous reconnaissez votre client, maître ? Comme j'ai de la boutique, je réponds non, pas du tout. Mais quand je retourne au parloir, pour revoir l'intéressé, vous serez acquitté à la condition exclusive qu'il n'y ait que des jurés aveugles. Ça le fait rire. Et il change de système de défense. Parce que sinon, je ne serais pas allé nous ridiculiser tous les deux devant la cour d'assises. On plaide aussi bien pour un triste cire que pour un brave gars. Mais il y a des limites à la grandeur d'âme de l'avocat. Je me rappelle d'un vieux beau qui était venu me voir avec sa femme. « Mon affaire est absolument sans importance. De toute façon, je suis innocent. Mais quand je vois, maître, avec quel laxisme on traite les bougnoules, ça me scandalise. Je l'ai viré en prétendant que ma mère était algérienne, ce qui est totalement faux. Un autre jour, une femme entre dans mon cabinet. Et moi, je m'allume une cigarette. Vous savez qu'il est interdit de fumer dans les lieux qui reçoivent du public, maître ? Vous avez raison, madame. Allez consulter un confrère non-fumeur. Parlons des victimes, maintenant. Il m'arrive de m'asseoir sur le banc des parties civiles pour assister des victimes. Et je me souviens de la famille d'une très jeune fille, violée, puis tuée. Ses parents ostréiculteurs étaient aveuglés de douleur et de haine. Je suis allé les voir chez eux, à l'autre bout de la France. Leur cri de vengeance m'a bouleversé et révulsé tant il était violent. Messieurs, dames, j'accepte volontiers d'aller au procès avec vous, à une condition, que vous ne me demandiez pas d'être le chef de meute contre l'accusé.
C'était un gamin qui avait passé son enfance dans un 2 pièces où sa mère se prostituait. Le jour de l'audience commence dans une tension paroxystique. Et à peine les débats ouverts, le père s'en prend à l'accusé, et il tente de frapper son avocat, et il insulte la présidente. Je m'isole avec le couple, et je les mets face à un marché qui leur laisse très peu de marge de manœuvre. Soit vous me laissez faire mon boulot, comme je l'entends, et comme je vous l'ai présenté au début, soit je m'en vais. Ils sont restés magnifiques jusqu'au verdict. Et ils n'ont pas protesté quand l'accusé a écopé de 30 ans, et pas de perpétuité. Et ce jour-là, j'ai été fier d'être avocat. Je ne supporte pas la victimisation triomphante qui promet tout et n'importe quoi aux parties civiles, aux victimes, à commencer par l'impossibilité de faire son deuil aux assises. C'est une escroquerie morale. Le procès n'est pas dû aux victimes, mais à l'accusé. Alors s'il apaise les parties civiles, tant mieux, mais ça n'est pas son but. Aux assises du Var, à Draguignan, je défends 2 garçons dont un était majeur depuis 2 jours au moment des faits. Sur fond de drogue et de marginalité, ils ont tué et enterré un copain à eux. À la barre, le père de la victime explique qu'il n'a pas pu revoir le corps de son fils après l'autopsie. Mais, en portant le cercueil, je l'ai senti bouger à l'intérieur. Et c'est le dernier contact que j'ai eu avec lui. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Quand on perd sa femme, on est veuf. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Et soudain, il se tourne vers les 2 accusés qui ont tué son fils et il leur dit « Vous avez l'âge de mon fils. Et j'ai envie de vous prendre dans mes bras. » Cet homme a fait de sa douleur autre chose que la haine. Et cette alchimie était à la fois sublime et déchirante. Les 2 accusés ont été condamnés à 16 et 18 ans de réclusion, alors que l'avocat général en avait réclamé 30. Et le père de la victime s'est déclaré soulagé. Et si on parlait des experts psychologues maintenant? Ils ne sont même pas d'accord sur les tests à utiliser. Ça en dit long sur le caractère aléatoire de leurs conclusions. Certains ne jurent que par le test de Rorschach. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans ces taches d'encre? Mais ils oublient que ce test a été conçu pour des individus de culture occidentale. D'autres utilisent un vieux test, le D10. Vous pouvez me dessiner des montagnes? Allez-y. Si les montagnes se dressent vers le ciel, ça sous-entend une personnalité ambitieuse, volontaire. Alors que si les pics sont plus doux, ils révéleraient une personnalité plus apaisée. Un jour, aux assises de l'Essonne, j'ai demandé à un expert. Du coup, est-ce qu'un Savoyard n'aurait pas plus qu'un Vosgien tendance à dessiner des montagnes pointues? Il m'a fusillé du regard. D'autres psychologues, enfin, utilisent le test de Rosenzweig, élaboré en 1948. Voilà en quoi ça consiste. On propose au sujet 2 dessins mettant en scène 2 personnages de l'époque. Le premier exprime dans une bulle une idée, et le sujet doit compléter la bulle du second personnage. Exemple, 2 femmes sont côte à côte dans une tempête de neige. La première dit « Oh, elle devrait être là depuis 10 minutes. » Que doit répondre la deuxième pour que le sujet expertisé se fasse bien voir des experts? « Oh ben c'est pas grave.
Nous allons l'attendre un peu. Mais s'il écrit « Oh, elle nous fait vraiment chier, hein. Ça caille !» Eh ben dommage. C'est la difficulté des expertises psy. Tout ce que le sujet dira pourra être utilisé contre lui. On me pose souvent la question. Mais enfin, comment est-ce que vous pouvez défendre un assassin ? Cette question n'a aucun sens. Est-ce qu'on reprocherait à un chirurgien d'opérer un malade du foie au motif que c'est parce qu'il buvait trop ? Le discours habituel sur la vocation des avocats est convenu à en mourir. Plaider, ça n'est pas défendre la veuve et l'orphelin ou empêcher une erreur judiciaire. Tous ceux que je défends ne sont pas innocents, je ne trahis pas là un secret. La noirceur fait partie des êtres. Et même quand elle me dégoûte, je ne peux m'empêcher de penser que se tapit en moi une partie de cette noirceur. La noirceur du crime, c'est comme un virus dont je serai porteur sain. Je dis souvent aux jurés, pour que vous prononciez la juste peine, j'ai besoin de vos qualités. Mais j'ai surtout besoin de vos défauts. Et quand je dois expliquer qu'on ne peut pas condamner celui que je défends au motif qu'il a menti aux enquêteurs, je leur raconte des petites histoires qui leur parlent. Par exemple, quand vous vous attardez avec des copains à l'heure de l'apéro et que vous arrivez en retard chez vous, qu'est-ce que vous dites à votre femme, hein ? Vous lui dites que vous avez bu une dernière tournée ? Ou que la circulation était chargée ? Et là, il y a toujours un ou deux jurés qui sourient. Tout le monde ment, même les honnêtes gens. J'ai défendu il y a longtemps une femme qui avait violé sa fille avec un vieux presse-purée. Vous savez, celui avec la manivelle à bout rouge. Elle niait tout. C'était une femme très frustre et atrocement laide. Elle avait été défigurée par un accident de voiture et elle portait un œil de verre. Et je me souviens que lors d'un interrogatoire chez une juge d'instruction, cette prothèse a jailli de son orbite et elle l'a roulée sur le bureau de la magistrate. Et elle, elle l'a tranquillement ramassée, humectée et remise en place. Quand j'arrive à l'audience, je découvre sa fille, la victime. Elle est sublimement belle. Ma tâche sera encore plus difficile que prévu. Pendant toute l'audience, l'avocat général et la partie civile assiègent le box de l'accusé pour obtenir l'aveu, qui ne jaillit pas. Avant que je plaide, cette femme me dit juste « Ma fille, elle a dit que j'avais des poils. Alors je m'avais rasé. Faut le plaidoyer, ça, maître. Faut le plaidoyer. » Mais moi, dans ma plaidoirie, j'avance que si elle a bien commis ce dont on l'accuse, c'est peut-être pour faire payer à sa victime, sa fille, sa beauté perdue et la fin de sa vie sexuelle. Et au moment où je dis ça, je l'entends pleurer derrière moi. Et sans me retourner, je lance au juré. « Vous vouliez l'aveu ? Eh bien, le voici. » Les assises sont gangrénées par le même mal qui ronge toute la magistrature, le corporatisme. Aujourd'hui encore, les juges ont du mal à acquitter. Parce qu'acquitter, c'est désavouer le juge d'instruction qui a instruit le dossier. Un confrère m'a rapporté une anecdote édifiante. Son client avait été acquitté. Et à la fin, quand il est allé saluer la présidente, elle sanglotait. Un acquittement. Pour ma première affaire, vous vous rendez compte ? Aux assises,
Le président est un acteur central. Son rôle est immense. En théorie, la dépendance d'un magistrat repose sur son inamovibilité. Quoi qu'il décide, il ne peut pas être viré de son poste. Or, vous devez savoir que les présidents d'assises sont des intermittents. Ils sont désignés avant chaque session par le premier président de la cour d'appel. Et donc ils ont toujours au-dessus de la tête une épée de Damoclès. S'ils viennent à déplaire ou à trop acquitter, eh bien on peut leur confier d'autres tâches. Je me souviens de l'affaire Loïc Séché, un ouvrier agricole accusé de viol par une adolescente et qui est condamné 2 fois aux assises et les 2 fois à 16 ans de prison. Et puis 6 ans plus tard, la jeune fille se rétracte. Elle a tout inventé. Et s'ensuit donc un procès en révision. Je défends Loïc Séché. Et c'est François-Louis Coste qui est avocat général. Et rapidement, on comprend que l'accusation reposait sur du vent. Alors au moment des réquisitions, l'avocat général se lève et il s'adresse à Loïc Séché. « Je vais vous dire, monsieur, que j'admire votre courage. Et qui plus est, le courage d'un homme de paix. » Loïc Séché est acquitté, et la formule de l'avocat général est reprise dans le compte-rendu de l'agence France-Presse. Le lendemain, François-Louis Coste reçoit un mail de sa hiérarchie. Cette dépêche était-elle exacte ? Réponse du magistrat. Oui, mes propos ont été scrupuleusement retranscrits. Réponse de la hiérarchie. L'admiration de l'avocat général s'imposait-elle vraiment ? Réponse pince sans rire de François-Louis Coste. Dans les circonstances de l'audience, je l'ai jugé convenable au bien de la justice. En quittant son petit bureau du palais de justice, François-Louis Coste a donné un entretien au Figaro. On doit être fidèle à la loi, hein ? Plutôt qu'à ses supérieurs hiérarchiques. Il n'y a pas pour la défense 36 manières de se tenir à la cour d'assises. Soit le président montre dès le début de l'audience qu'il sera un juge loyal, soit ses propos m'indiquent d'entrée que la messe est dite. Et là, je suis contraint coûte que coûte de contrarier la chronique d'une condamnation annoncée. On dit que je suis un terroriste des prétoires. Mais je ne terrorise que les imbéciles. Le rapport de force doit s'instaurer très vite. Je n'aime pas du tout votre manière d'instruire, monsieur le président. Mais l'incident pour l'incident n'est pas une stratégie payante. Je passe souvent pour un terroriste. J'ai appris à m'en accommoder. Mais si je perds sur un incident, je passe pour un terroriste malhonnête. Et ça, je ne peux pas me le permettre, parce que terroriste ou non, les jurés ne doivent pas douter de ma sincérité, qui est entière. Un jour, aux assises d'Angers, je plaide pour des gitans accusés d'avoir tiré sur des gendarmes. On a fait poser des blocs de pierre d'une demi-tonne devant le palais de justice, officiellement pour empêcher le stationnement de caravanes. Comme si les accusés allaient venir établir un campement en ville et jouer de la guitare en mangeant des hérissons rôtis, pendant la durée du procès. Et chaque matin, les accusés arrivent escortés par des voitures de police, toutes sirènes hurlantes, et des hommes en armes cagoulés prennent position sur le trajet. Et ensuite, on introduit les accusés menottés et fer aux pieds dans une cage entièrement grillagée où ils peuvent à peine tenir debout. La cour ! Et un beau jour, pendant le procès, on découvre une arme dissimulée derrière la machine à café. La preuve que les craintes étaient donc justifiées. Sauf que nous, les avocats, nous avons reçu une lettre anonyme provenant manifestement d'une source interne à la police. L'auteur du message nous donne le numéro de série du revolver. L'arme
aurait donc été déposée par l'autorité judiciaire pour accréditer l'idée que les accusés sont dangereux, sur le point de s'évader. Monsieur le Président, nous exigeons des explications. Ah, une procédure a été ouverte, hein. Faut-il préciser qu'elle n'a abouti à rien? Les pénalistes se reconnaissent entre eux. Un vieux bâtonnier disait, paraît-il, qu'ils ont la gueule de leurs clients. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une tribu. La tribu de ceux qui aiment l'araignée et l'ortie. Car les vrais avocats pénalistes partagent la même vision de l'humanité. Le manichéisme leur est parfaitement étranger. Les êtres ne se distinguent pas entre bons et mauvais, entre gentils et méchants. Les pénalistes ont un sentiment aigu de la fragilité des personnalités. Ils ne font pas profession de se vautrer dans la morale, alors que l'époque nous y invite tous. Un jour, dans un colloque, mon ami Dominique Mattei, ancien bâtonnier de Marseille, me nomme affectueusement Aquitador. Ça me plaît bien, parce que à mes oreilles ça sonne comme toréador. Et puis le mot est cueilli au vol par un journaliste qui le déforme en Aquitator. Et moi je n'aime pas ce terme, qui tient de Terminator, et qui a gommé toute tendresse, au bénéfice d'un esprit de compétition. Ce sobriquet me met mal à l'aise. Je suis devenu, au fil des années, un avocat connu. Et je lis de temps en temps dans le journal le nombre présumé des acquittements que j'ai obtenus. En général, le chiffre est faux. Et ce qui m'est désagréable, c'est que ça donne l'impression que je joue, que je plaide comme d'autres vont s'asseoir à la roulette. Je refuse peu de dossiers. J'aurais défendu Klaus Barbie et même Hitler, s'ils me l'avaient demandé. Pas parce que j'adhère à leurs idées odieuses, mais parce que l'essence même du métier d'avocat, c'est de ne refuser la défense de personne, pourvu qu'on puisse la soutenir de manière honorable. Je peux défendre un négationniste, mais en aucun cas le négationnisme. Certains avocats, excellents, ont fait le choix de ne pas investir le champ médiatique. Eh bien moi, j'ai choisi de me laisser un peu exploiter par la machine de l'image. La notoriété ouvre des horizons. Elle permet de toucher des gens, des mondes. Mais tout ça reste relatif, hein. Un jour en Bretagne, un vacancier m'arrête. « Ah, je vous reconnais, vous. Vous êtes Gilbert Collard. » Je lui dis oui, bien sûr. Et là, il me tente un exemplaire du Nouveau Détective et je le dédicace sous le nom de Gilbert Collard. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà ce récit, ce portrait, je l'ai tiré du livre qu'Éric Dupond-Moretti a publié avec Stéphane Durand-Soufflant aux éditions Michel Lafon, Condamné à plaider. Et j'ai choisi de le débriefer avec vous, maître Antoine V., vous qui êtes un jeune avocat, comparé à Éric Dupond-Moretti, qui avait été son dernier associé avant qu'il ne se lance en politique. On ne choisit pas le métier d'avocat pénaliste, commence par dire Éric Dupond-Moretti. On le fait parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Est-ce que ça vous paraît juste, ça ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est assez plaisant de vous entendre le dire, parce que vous le dites bien et qu'on ressent le goût de la langue de ceux qui l'ont écrit et rédigé, Éric Dupond-Moretti et Stéphane Durand-Soufflant. On a la plume de Stéphane Durand-Soufflant et puis le récit d'Éric Dupond-Moretti. Par exemple, c'est assez frappant d'entendre que vous faites les liaisons. Oui. Et Éric Dupond-Moretti fait les liaisons, il a un langage extrêmement choisi.
Et donc ce récit que vous avez lu et préparé est assez fidèle finalement au goût de la langue qu'ont l'auteur du livre et puis l'écrivain qui a contribué à ça. Après, sur le choix on dit que c'est une vocation. Et je pense qu'effectivement, il y a énormément d'avocats pénalistes qui n'envisageaient jamais de faire ce métier et qui l'ont fait par des parcours très différents. Parfois parce qu'ils ont découvert un mentor ou une personnalité qui les a recueillis dans leur cabinet. Parfois parce qu'ils étaient eux-mêmes marqués par une injustice originelle. C'est le cas d'Éric Dupond-Moretti, mais c'était le cas de beaucoup d'avocats. Souvent, il y a des avocats qui sont des orphelins de père ou qui ont eu une enfance difficile ou une injustice originelle dans leur famille qui ressentent. C'est la pauvreté, l'injustice d'Éric Dupond-Moretti. Parfois, c'est la pauvreté, mais sa mère, femme de ménage, n'est-ce pas ? Éric Dupond-Moretti, il a plusieurs types, je pense, d'injustice originelle, mais effectivement, le fait de sentir qu'il appartenait à une classe ou aussi le fait qu'il appartenait à une famille qui était une famille d'immigrés. Puis il a aussi un parcours personnel qu'il a raconté 1000 fois de son grand-père qui avait été retrouvé mort sur un chemin de fer et dans une affaire qui était non élucidée. Donc chacun a ses ressorts en fait pour arriver jusqu'à ce qui est, à mon sens, le cœur de la vocation, c'est le fait de vouloir combattre l'injustice. Mais parfois, chez des gens, c'est dans la cour d'école, quelqu'un qui a été trop puni ou quelqu'un qui était victime d'une injustice. Et puis, je pense que très vite, les avocats pénalistes se révoltent de cela. Et donc, ça forge une vocation qui n'est d'ailleurs pas toujours révélée. Je pense qu'il y a énormément d'avocats pénalistes qui sont arrivés à ce métier et ils ont compris à un moment qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. Jusqu'à ce que peut-être ça les épuise aussi. Il le dit, ça. Hein. Ça me tue. Il dit « ça me tue à petit feu ». Mais c'est vrai que c'est un métier qui tue, parce qu'il y a tellement de douleur, de souffrance, qu'on soit du côté des accusés, du côté des victimes. L'injustice est présente partout. Vous savez, l'injustice du crime qui frappe la personne, une victime ne l'a jamais demandé, ne l'a jamais mérité. Et puis à ça s'ajoute l'injustice des hommes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à juger équitablement. Il le raconte très bien. Il y a vraiment, là pour le coup, dans ce livre, un retour sur expérience qui est tout à fait extraordinaire. Donc, oui, c'est un métier qui est usant, qui est grisant aussi, c'est-à-dire que vous faites écho des délibérés, le verdict douloureux, mais il y a aussi cette espèce de fuel qui vous fait repartir sur 10 km quand il y a un acquittement inattendu et qui vous redonne un tout petit peu de batterie ou de foi en le système, en l'humanité, en ce que vous êtes capable d'y apporter aussi. C'est un peu un métier aussi de grande vanité. Et ça, c'est le côté noir des avocats, c'est-à-dire que on a le sentiment que on a été utile à une décision de justice, alors que normalement, si c'est une décision de justice, elle devrait s'imposer d'elle-même. Sans vous. Donc il y a beaucoup d'avocats qui disent j'ai obtenu ci, ou ils disent un petit peu moins quand ils ont une défaite, qu'ils y ont contribué aussi. Mais c'est un métier qui est d'une richesse infinie en fait. Mais qui bouffe l'estomac par exemple, qui fait des ulcères. Oui, bien sûr. Non, c'est un métier très difficile, au point même que je trouve que c'est un métier qui maintenant s'acclimate très peu à l'ère du temps. Beaucoup de gens sont à la recherche de conditions de travail cadrées, avec un stress qui est géré, etc. En ce sens, le métier d'avocat pénaliste, rien n'est conçu pour. On pourrait faire des procès sur la façon dont on est assis dans les salles d'audience, sur l'appel téléphonique qui vous fait monter la pression à minuit. Enfin, tout est stressant, tout est difficile. Et pourtant, ce qui fait qu'on le fait, c'est que ça nous donne effectivement une espèce de pont d'accès vers ce qu'est l'humanité, vers ce qu'est tous les sentiments et toutes les expériences humaines. Et en ça, c'est un métier tout à fait exceptionnel. Il dit, les vrais pénalistes, parce que ça sous-entend qu'il n'y en a pas des vrais, je pense que c'est vrai, ne croient pas aux bons et aux mauvais, ils ne croient pas aux gentils et aux méchants, ils ont le sentiment aigu de la fragilité des personnalités. En gros, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a que du gris. Vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, il y a du gris. Il peut y avoir du noir et du blanc. Et ça, il le dit aussi, je pense. Mais toute personne qui a défendu un homme ou une femme sait bien que personne ne revendique le crime. Que souvent, il est enraciné dans une histoire personnelle, dans un traumatisme, dans quelque chose qui a dépassé l'individu et qui, lorsqu'il est confronté à cela, lui paraît à lui-même incompréhensible. Et donc, nous, on récupère la part humaine
du criminel. Il y a beaucoup d'expériences et beaucoup de récits qui l'ont raconté. L'avocat qui a défendu Laval disait qu'il s'était retrouvé en face de quelqu'un qui était plein d'humanité et charmant. Enfin, je veux dire, la part humaine, elle disparaît pas. Et parfois même, elle arrive à reprendre le pas sur le crime. C'est les crimes passionnels, les bébés secoués, vous voyez, les nounous qui secouent les bébés et qui n'arrivent pas à se rendre compte de leur propre crime parce que ça leur est totalement étranger. Donc on a effectivement cette nécessité d'envisager les hommes et les femmes comme ils sont, avec leurs mensonges, avec ce qu'ils cachent. La cour d'assises, c'est terrible pour ça, parce que on découvre les choses les plus cachées des êtres humains. Et en fait, ils sont vrais, ils existent. Mais c'est vrai que dans l'interconnexion d'une société, on refuse souvent d'en discuter ou de les voir. Lui, il dit plus que ça. Il dit, moi aussi, j'ai une noirceur en moi. J'ai la noirceur du crime dont je suis porteur sain. C'est formidable, surtout quand on est devenu ministre, de reconnaître qu'on a de la noirceur en soi. Est-ce que vous diriez que vous aussi, par exemple, vous avez de la noirceur en vous ? Si je n'avais pas de noirceur, je serais un homme parfait, et en ça, je serais très ennuyeux. Chacun a... Alors, de la noirceur, c'est un terme... peut-être qu'il y a des gens qui la contrôlent plus ou moins, mais enfin, tout le monde a des défauts. Et ces défauts, alors j'ai souvent entendu Éric Dupond-Moretti plaider que par exemple c'était le mari qui arrivait avec 1 heure de retard chez lui et qui disait qu'il avait des bouchons alors qu'il était au café. Oui. La question de où on place la noirceur et qu'est-ce qui est acceptable ou non, elle est relative évidemment. Mais on est tous menteurs, par exemple. En tout cas, on a tous une tendance à ne pas se reconnaître pleinement dans ce qu'on est, et c'est ça aussi qui définit notre humanité. Alors il dit quelque chose qui choque celui qui écoute et qui ne sait pas, qui ne comprend pas. La victimisation triomphante, je ne la supporte pas. Et le passage le plus difficile à comprendre de son raisonnement est le suivant. Non, les victimes ne font pas leur deuil aux assises. Le procès n'est pas dû aux victimes. Et moi, j'entends que c'est difficile à comprendre. Est-ce que vous pourriez, vous, avec vos mots, nous expliquer ça, si vous êtes d'accord avec ça, bien sûr ? D'abord, ça repose sur la compréhension du serment des jurés et des juges, qui doivent être capables, pour pouvoir juger, et ils prêtent le serment de le faire, et s'ils n'en sont pas capables, ils devraient se déporter, de se situer à équidistance entre d'un côté les victimes, d'autre côté l'intérêt de la société qui accuse, et enfin de l'accusé. Ça veut dire que si on n'est pas capable d'avoir un équilibre entre l'accusé et la victime, on ne peut pas être un bon juge. Ça, chacun le comprend, parce que si on juge un accusé à l'aune uniquement des victimes, il n'y a plus d'équilibre. C'est mort d'avance, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, quel est le sens d'un arrêt ? On appelle ça un arrêt, une décision de justice, un arrêt de cour d'assises, c'est d'arrêter la situation de conflit. Et donc de rendre une décision qui est à la fois audible pour les victimes et à la fois audible pour un accusé. Et donc c'est vrai que quand on constate qu'il y a une dérive, qu'on peut appeler victimisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune part pour autre chose que le discours de la victime, on sent qu'on s'éloigne un petit peu de l'idée de justice et de l'idée d'arrêter une situation qui est celle où il y a eu un crime qui a été commis et il faut réparer. Réparer à la fois les victimes, en disant qu'ils sont victimes, mais aussi arriver à réparer l'accusé, puisque une peine va être exécutée. Et l'enjeu de la peine, ça sera évidemment la réinsertion possible ou non de l'accusé. Éric Dupond-Moretti, pour en avoir parlé souvent avec lui, va beaucoup plus loin que ça. Lui dit qu'en vérité, les victimes ont à peine leur place dans le procès. D'ailleurs, historiquement, elles n'avaient pas de place. Elles étaient au premier rang des bancs du public, mais elles n'étaient pas assises en face de l'accusé. Puis petit à petit, on les a mis en face. Et puis petit à petit, on les a fait monter à la hauteur de l'accusé physiquement, je veux dire. Et que c'est mentir que de dire que le procès se déroule pour les victimes. Il ne se déroule pas pour elles, tant mieux si elles en profitent. Mais la vérité des textes qui organisent la cour d'assises est que ça n'est pas pour les victimes. Oui, et d'ailleurs, c'est d'une certaine façon ce qui existe aux États-Unis, où il y a 2 procès qui se déroulent. Un procès, on va dire, purement pénal, dans lequel l'accusation est portée par le procureur, oui. Et puis un procès civil, dans lequel les parties civiles, les victimes, demandent leur réparation. C'est exactement le cas en France, dans les textes, donc il a tout à fait raison de le souligner. Mais il est vrai que aujourd'hui, on a souhaité donner une tribune aux gens pour qu'ils puissent exprimer leurs souffrances. Donc ça a un effet cathartique qui s'est installé dans les mœurs. Tant que ça n'empêche pas de bien juger l'accusé. Et donc c'est là où le rôle du président des assises est absolument
pour moi, presque délirant en France. C'est-à-dire, il faudrait qu'il ait la possibilité d'arbitrer entre chaque intérêt. C'est très difficile en conduisant les débats et en jugeant en même temps. Mais tant que la part de l'expression de la victime n'empêche pas, ne paralyse pas le procès pénal, moi, je trouve que c'est normal qu'on puisse y exprimer sa douleur. Je pense qu'il y a une deuxième donnée dans l'expression d'Éric Dupond-Moretti, c'est de dire qu'il y a des gens qui font de cette victimisation un marché. C'est-à-dire en faisant croire que la justice va d'une certaine façon apaiser la douleur ou apprendre. C'est très difficile comme débat, parce qu'il faudrait avoir été victime soi-même. Est-ce que les victimes retrouvent dans un procès une forme de reconstruction, c'est le terme qu'on emploie souvent. Non, on dit c'est leur manière de faire leur deuil. Oui, d'ailleurs, il s'inscrit en faux contre cette expression. De se reconstruire, oui. De faire leur deuil. C'est faux ? Je ne sais pas, parce qu'il faut être victime pour pouvoir s'exprimer là-dedans. Est-ce que les victimes trouvent dans la justice une forme d'apaisement ? C'est possible, mais on constate malheureusement... D'abord, c'est pas le but, et puis surtout, souvent, c'est pas le cas. Et on voit que l'épreuve de la justice est une épreuve supplémentaire qui est infligée aux victimes. Et donc finalement, en voulant ouvrir la porte à quelque chose qui devrait leur permettre on va vers quelque chose qu'ils ne sont parfois pas du tout capables de comprendre. Un acquittement au bénéfice du doute, par exemple, qui les heurte, parce que les règles sont faites de manière à ce qu'elles profitent normalement à l'accusé lorsqu'elles sont appliquées. Donc la cour d'assises, c'est un univers très violent, très difficile, et dans lequel la vérité judiciaire doit émerger dans un équilibre. Et c'est cet équilibre qui est limite inhumain à accomplir. Et c'est pour ça qu'il est très rare que, à la fin, tout le monde soit d'accord. Voilà, et que des voies d'appel soient exercées et que les gens ne s'y retrouvent pas. Le vrai jugement, c'est celui qui serait accepté par les victimes et dont l'accusé ne ferait pas appel. On est dans un équilibre. Et ça, c'est quelque chose de très rare et quelque chose qui correspondrait à un idéal qu'on devrait toujours rechercher à atteindre. Alors, parmi les points qui bloquent ce système, lui dit, il y a le corporatisme des magistrats. Et j'avoue que je n'avais moi-même, qui ai assisté à beaucoup de procès d'assises et raconté des centaines d'histoires criminelles qui se terminent toujours par un procès d'assises, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire qu'il est difficile pour un président de cour d'assises d'acquitter lorsque le juge d'instruction, qui est un collègue, a considéré qu'il y avait matière à condamner. Ce moment où il dit qu'il voit une présidente d'assises en larmes qui dit « Mais vous vous rendez compte, pour mon premier procès, un acquittement », c'est comme si c'était une honte. Oui, mais là c'est pareil, c'est-à-dire que les juges sont des individus et que parmi les individus, il y a des gens qui ont une très grande intégrité, une très grande honnêteté intellectuelle, et puis il y a des individus qui cèdent plus à des données qui sont plus humaines, plus copinage, qui réfléchissent à leur carrière, etc. Je ne tirerai pas une règle générale de ça. Il y a des grands magistrats, il y a des magistrats qui sont un peu plus petits, mais comme il y a des grands avocats, et il y a des avocats qui sont un petit peu moins... intègre. Donc, je dirais juste que la différence, c'est quand on a un mauvais avocat, c'est peut-être moins grave que quand on a un mauvais juge. Et là où le livre que vous avez lu, et où Éric Dupond-Moretti a raison, c'est que souvent, quand on commence à avoir un petit peu l'habitude, on a l'impression que dès le début, on sait. Ce que pense le président. Vous savez, par exemple, il y a le début des assises, il y a un article qui dit que le président doit faire le résumé des charges. Oui. Si le président dit « cela n'est pas mon opinion personnelle », mais c'est un devoir, et après on va faire un procès, déjà on sent qu'il y a du recul. Si le président le lit, ou la présidente, comme finalement le réquisitoire avant l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que la messe est dite, et à partir de là se pose la question de savoir comment on peut encore être utile à celui que l'on défend. Dernier passage qui sans doute a choqué ceux qui l'ont entendu. J'aurais défendu Klaus Barbie et même Hitler s'il me l'avait demandé. Oui, il y a une part de rhétorique là-dedans. Ça veut dire que, et d'ailleurs il l'explique très bien, le principe d'un avocat, c'est de défendre. Des hommes. Et pas des causes, des hommes. D'ailleurs, je crois que la phrase exacte qu'il dit, c'est « j'aurais défendu Hitler s'il avait plaidé coupable ». Et je ne peux pas défendre un négationniste s'il me demande de défendre le négationnisme. Ça, c'est une théorie très importante et qui, en fait, relève de l'éthique et de la sensibilité de chaque avocat. Il y a des avocats qui reconnaissent qu'ils ne sont pas bons pour porter une cause ou une autre. Là, je dirais que c'est vraiment là où on voit que Éric Dupond-Moretti a développé une vision de l'avocat qui est un peu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire un avocat est là pour défendre. Il y a des avocats qui sont peut-être différents dans leur approche de la défense. Il y a une histoire qui était très importante quand il y avait les Brigades Rouges, à savoir en Italie, on obligeait la présence d'un avocat. Et les Brigades Rouges avaient dit que tout avocat qui se présenterait sur les bancs de la défense serait immédiatement tué.
Et il y a un bâtonnier qui s'est du coup auto-désigné pour ne pas désigner un autre avocat, et qui, le soir même de sa défense, alors qu'il était resté muet, a été tué. Il y a cette vision du fait que l'avocat est le dernier rempart contre une forme d'injustice et le dernier rempart du condamné, la seule personne qui est susceptible de parler avec lui et d'attendre avec lui. Donc probablement ça peut avoir l'air d'être un tout petit peu romantique, mais c'est vrai que l'avocat doit toujours être là, aux côtés de l'accusé, quel que soit l'accusé. Vous le feriez, vous ? Défendre Hitler ? Encore une fois, c'est peut-être pas quelque chose auquel j'aspire, mais si ça a relevé, il faut bien que Hitler ait un avocat. Sinon, il n'y a pas de justice. La question qui se poserait, c'est est-ce que j'aurais suffisamment de communauté humaine pour pouvoir le défendre efficacement ? Et je pense que c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est efficace ? Est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce qu'on trouve les mots pour que ça ne soit pas une défense complètement fantôme ? Ça, c'est une question qui se posera auprès de chacun qui aura une cause très difficile à défendre. Est-ce que vous vous sentez un peu disciple d'Éric Dupond-Moretti, qui est une figure, d'abord il est beaucoup plus âgé que vous, donc évidemment ça joue ça. Est-ce que vous diriez, oui, je suis un peu bien un évidemment. disciple ? Non, mais bien évidemment, parce que c'est un métier de transmission. Je suis resté assis des heures et des heures à écouter Éric Dupond-Moretti plaider, mais comme lui-même était resté assis des heures et des heures à écouter Alain Furbery plaider. Dont il porte la robe. Hein. Exactement. Il portait la robe. Il y a un aspect de transmission. Après, là où il ne faut pas se tromper, c'est que moi, je n'ai jamais souhaité ressembler à Éric Dupond-Moretti. J'ai eu la chance de croiser son chemin, de pouvoir, à ses côtés, vivre des affaires judiciaires extraordinaires. Et aujourd'hui, je dirais que je suis aussi content d'avoir cet héritage et de mener, d'une certaine façon, ma route à moi. Mais c'est ça, c'est pour ça que le terme disciple ne va pas. Non, mais il me convient. Après, le problème d'un disciple, c'est qu'il faut qu'il soit lui-même capable de fonder sa propre religion. Donc, je sais en tout cas ce que je lui dois. Et la lecture de tout ce que vous avez pu collecter me montre que ça a été un très très grand avocat. J'ai collecté tout ça, comme vous le dites, dans ce livre qui s'appelle Bête Noire, qui est paru en 2012 chez Michel Lafon, mais vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mort des livres. Vous le trouverez en numérique et vous le trouverez surtout sur les sites internet qui vendent des livres d'occasion, comme nous les trouvons nous. D'ailleurs, celui-là vient d'une bibliothèque, sans doute, puisqu'il porte l'étiquette d'une bibliothèque sur sa tranche. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.